Bonsoir. Maintenant, je donne la parole tout de suite à notre invité, Monsieur l'ambassadeur Michel Duclos, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'inaugurer nos activités au Carré de Paris. Et nous avons vraiment le grand plaisir de commencer nos activités et nos conférences avec la présentation de son dernier livre sur la Syrie, mais aussi avec ses impressions en général sur la politique étrangère française dans la région. Monsieur Duclos, la parole est à vous. Alors nous avions prévu, Salam, que je vous dise en quelques mots d'abord pourquoi j'ai écrit ce livre, parce que pendant assez longtemps, j'ai pensé que ce ne serait pas justifié que je prenne la plume pour rédiger un livre. Déjà, j'écris beaucoup parce que j'écris des articles à longueur de semaines, j'ai l'impression déjà de lasser pas mal les lecteurs. Et puis surtout, un vieil ambassadeur qui parle de ses souvenirs d'il y a maintenant 10 ans, en quoi ça peut intéresser le lecteur d'aujourd'hui, en quoi ça pourrait être pertinent. Et puis finalement, si je me suis décidé, c'est pour deux raisons en fait. La première, c'est que j'ai eu le sentiment qu'on changeait d'époque à nouveau en Syrie, que, comme disent les gens, Assad a gagné. C'est plus compliqué que ça, bien sûr, mais enfin, l'impression qui domine est celle-là, et qu'un certain nombre de gouvernements commencent à reprendre le chemin d'un retour à des contacts avec ce gouvernement. Donc, ce qu'on appelle une normalisation avec le régime syrien. Et donc je me suis dit, là mon expérience retrouve un intérêt, une pertinence, puisque j'avais moi-même, quand j'étais ambassadeur, contribué, participé à l'opération de normalisation sous M. Sarkozy, après la rupture qui était intervenue à la suite de l'attentat contre Hariri. Et donc je me suis dit, au fond, s'ils veulent renouer avec ce régime, autant qu'ils sachent comment ça se passe, puisque nous sommes déjà passés par là. Donc il y avait place pour une sorte de bilan de cette expérience. Puis la deuxième raison, le deuxième déclic, c'est que l'année dernière à l'Institut Montaigne, je me suis occupé de coordonner une série de papiers qui étaient des portraits de ce que nous avions appelé les néo-autoritaires, c'est-à-dire aussi bien Poutine, Xi, les autoritaires classiques assumés, que Erdogan, Salvini, Orban, c'est-à-dire des populistes de droite qui aspirent à devenir des autoritaires, lesquels autoritaires, naturellement, appuient autant qu'ils peuvent les populistes de droite. Et là, je me suis aperçu, en y réfléchissant, que le drame syrien avait été un catalyseur pour la montée en puissance de ces gens. D'abord, l'acquisition par Poutine d'une stature internationale qu'il n'avait plus auparavant, qu'il n'avait pas. Ensuite, la dérive autoritaire d'Erdogan. Et puis, par l'intermédiaire des attentats et de l'afflux des réfugiés, le coup de pouce formidable donné à Orban, Kaczynski, Salvini. Et donc, au fond, c'est les deux raisons. Apporter un témoignage au moment où on reparle de renouer avec Assad, et le rôle de la Syrie, du drame syrien, comme vecteur de l'un des aspects du monde d'aujourd'hui, la montée en puissance des néo-autoritaires, qui m'ont amené à prendre la plume et à publier ce livre. Vous commencez et vous terminez le livre qui s'intitule, j'ai oublié de le dire au début, mais je croyais que tout le monde savait, La longue nuit syrienne, par une référence à la guerre d'Espagne. C'est une référence qui m'est très chère, dans le sens un peu cynique du mot, que j'ai utilisée la première fois à Barcelone, en 2011, et que, merci beaucoup,
et pour laquelle j'ai eu une attaque d'une violence inouïe de deux figures de la classe politique espagnole. L'une est franquiste et l'autre est gauchiste. Et pour leur donner satisfaction, j'ai dit, pour une fois, vous avez un point en commun entre vous, de refuser cette comparaison. Et même l'ambassadeur de France à l'époque, je ne citerai pas son nom, il m'a dit, mais quelle comparaison hâtive. Moi, je trouve que c'est toujours pertinent, et je vous invite à nous développer cette pertinence que vous avez vous-même constatée, pour faire ce renvoi historique à un événement qu'on a peu connu, ou que la majorité de nos amis ont peu connu. Voilà, alors dans ce livre, j'indique le parallèle, et j'indique clairement que j'y crois, que ça m'inspire. J'y crois d'autant plus que Gilles Kepel conteste dans une phrase très méprisante ce parallèle dans son dernier ouvrage. Et en même temps, je ne l'explore pas de façon systématique dans le livre, parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, au fond, les Français connaissent très mal la guerre d'Espagne. Il y a comme toujours, il y a des milieux que ça intéresse, mais c'est peu enseigné à l'école, dans le secondaire. Il n'y a pas tellement de livres, ça n'appartient pas à l'imaginaire des Français cultivés. Ou plus exactement, ça appartient à l'imaginaire, mais de façon très abstraite. On sait que Orwell, etc., mais, voilà, ou Bernanos, mais ce n'est pas un sujet que les Français travaillent en profondeur. Ensuite, les parallèles historiques suscitent toujours la contestation, à commencer par les historiens eux-mêmes, qui disent qu'il n'y a pas de leçon d'histoire. Les leçons d'histoire n'existent pas. Et donc j'avais peur de me lancer dans un débat à n'en plus finir. Là j'étais partagé parce que d'abord, avant d'être écrivain, je suis père et j'ai un fils de formation historienne qui disait non, c'est pas bien du tout, les comparaisons historiques. Et en même temps, je vais vous faire une confidence, moi je raisonne en politique très souvent par parallèle historique. Et souvent, les précédents historiques sont des métaphores de ce qui peut se produire. Donc j'ai essayé d'être prudent dans l'usage de cette comparaison. Cependant, ayant dit tout cela, quand on regarde de près, c'est vrai qu'il y a des points communs assez étonnants. D'abord, celui qui vient le plus à l'esprit, c'est que dans un cas comme dans l'autre, les démocraties libérales n'ont pas soutenu leur camp. Et donc, elles ont laissé le champ libre à leurs adversaires. Dans le cas de la guerre d'Espagne, la France et le Royaume-Uni ont été non-interventionnistes, donc n'ont pas soutenu le camp républicain. Dans le cas de la Syrie, les démocraties n'ont pas soutenu la révolution. Alors c'est là que ça se complique, c'est qu'évidemment, dans le cas espagnol, il s'agissait du gouvernement qui était du bon côté. Dans le cas de la Syrie, c'était le soulèvement qui était plus proche de nos idées. Donc, à chaque fois qu'on fait la comparaison, il faut commencer par présenter cette précaution oratoire pour que l'auditeur ou le lecteur ne soit pas perdu. Mais après tout, c'est quand même pas un saut conceptuel impossible à faire. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, les démocraties libérales ne se sont pas identifiées aux gens qui étaient les plus proches d'eux. Mais une deuxième précaution oratoire à faire, c'est que dans le cas de la Syrie, c'est excessif de dire que nous ne sommes pas intervenus. Nous sommes quand même un peu intervenus. Nous avons quand même un peu soutenu non seulement l'opposition, mais les groupes armés. Parce qu'on a quand même, au fil des mois et des années, transféré
quelques armements. Alors, pas assez pour ceux qui, naturellement, pensaient qu'il fallait vraiment soutenir, mais la comparaison avec la guerre d'Espagne est un tout petit peu boiteuse, parce qu'à part quelques avions donnés en cachette par le ministre Cotte à l'époque, il y a vraiment eu une politique de non-intervention totale officielle. Alors que dans le cas de la Syrie, on avait une politique d'intervention officielle. Malheureusement, elle était très faible et menée de façon excessivement prudente. Mais ces nuances apportées, il y a quand même un premier point commun. Puis un deuxième point commun, c'est que les gens que nous refusions d'aider étaient aidés par d'autres. Et le camp républicain en Espagne, c'était l'URSS. Et le camp du soulèvement en Syrie, c'était nos amis du Golfe. Et de même que l'URSS a eu tendance à soutenir dans le camp républicain ceux qui étaient les plus proches d'eux, les communistes, et à l'intérieur des communistes même le clan stalinien contre les trotskistes, en Syrie il y a eu le même phénomène. Les Saoudiens, les Émiratis ont soutenu ceux qui étaient les plus proches d'eux, et qui, bien sûr, n'étaient pas ceux que nous, naturellement, nous aurions voulu voir l'emporter. Et donc il y a eu le même résultat dans les deux situations, c'est-à-dire qu'en étant trop prudent, enfin en refusant dans un cas ou en étant trop prudent dans l'autre à soutenir nos amis, finalement, le camp qu'on aurait dû vouloir soutenir a été pris en main par d'autres que nous, au détriment de nos propres idées. Et donc, là, il y a un deuxième point commun qui, à mon sens, crève l'écran, si je puis dire. Il y a un troisième point, c'est dans le résultat, les conséquences pour le contexte. La guerre d'Espagne a été la rampe de lancement de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, moins de l'Union soviétique stalinienne, mais un peu quand même. Comme je l'ai indiqué, la Syrie a été le cristallisateur de la montée en puissance de la Russie de Poutine et de l'Iran, bien entendu, qui a saisi cette occasion pour réaliser son rêve d'accès à la Méditerranée et une espèce de domination de la région. Plus ce que j'ai dit tout à l'heure sur les populistes en Europe. Peut-être, comme le sujet, je suppose, vous intéresse, on peut mentionner un autre facteur commun, plus en amont, et là justement plus pour les aficionados, si je puis dire. Comme la guerre d'Espagne m'intéressait, parce qu'il y a des livres d'histoire sur la guerre d'Espagne dans la maison de vacances familiale que nous fréquentions, j'avais vu dans ces livres d'histoire une référence à un livre de mémoire, déjà, d'un ambassadeur, déjà, qui était l'ambassadeur de Roosevelt à Madrid, qui a publié ce livre de mémoire en 1945, parce qu'avant ça n'intéressait personne, etc. Et donc en 1945, il publie ses mémoires, et ce qu'il note, c'est que d'emblée, dès le début du soulèvement espagnol, donc du franquisme, les élites dans nos démocraties étaient favorables aux franquistes. Et qu'il y avait un préjugé défavorable qui s'attachait aux républicains. Ça paraît incroyable rétrospectivement, mais en France, Léon Blum lui-même était spontanément pour le Front populaire, mais ses ministres radicaux et la plupart des caciques de la classe politique française étaient contre le Front populaire et donc contre le gouvernement républicain. En Angleterre, c'était évidemment encore plus. Aux États-Unis, tout ça paraissait beaucoup plus lointain, mais le Congrès était favorable à Franco. Et dans le cas syrien,
j'ai eu le même sentiment, c'est-à-dire qu'il y avait des amis naturellement de la Révolution, ça existait. Mais le sentiment majoritaire dans la classe politique, et peut-être dans les médias, c'était tout ça, c'est les islamistes. Et donc là aussi, le préjugé majoritaire dans les opinions, dans ceux qui font les opinions, fait apparaître un parallèle assez frappant entre les deux situations. Merci beaucoup. Et j'ajouterai à cela peut-être la réhabilitation de Franco, qui a été faite par les Américains principalement contre un bon service, un loyal service pour combattre le communisme en Europe. Ça pourra se faire avec Assad. On n'en est pas encore là. Et là, s'il faut marquer les différences, il y en a une seconde différence capitale peut-être, qui annule tout ce que je viens de dire, c'est que Assad n'est pas Franco. Et Franco a eu l'intelligence politique, une fois qu'il a gagné la partie, de se tenir à carreau. Il a été neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, après la guerre, au moment de la constitution des blocs, il s'est sagement aligné dans le camp où la géographie avait placé l'Espagne. Et il n'a pas ramené, il a été modeste, il a fait profil bas, il était un loyal allié pourvu qu'on respectât sa régime et sa souveraineté. Assad, tous ceux qui le connaissent savent que s'il gagne vraiment, dès qu'il relève la tête, il reprendra la politique traditionnelle de son régime de déstabilisation de la région. Déjà maintenant, il a commencé au Liban à remettre la main sur les leviers de commande du Liban, et vous verrez, dès que il aura repris de l'oxygène, il recommencera à rançonner les pays du Golfe, à créer des attentats ici ou là, à manipuler les filières terroristes. Donc ce n'est pas Franco. Oui, effectivement. Dans une émission sur France Inter ou France Culture, je ne me rappelle plus, vous avez parlé d'une minorité et la journaliste a ajouté alaouite. Vous avez dit la majorité et la journaliste a ajouté sunnite. Est-ce que c'est un rajout de la journaliste qui voulait donner à votre intervention une dimension autre, ou c'est vraiment votre... C'est-à-dire, vous avez commencé à parler de la majorité des Syriens. Elle a rajouté sunnite. Mais je crois que dans votre esprit, c'était de parler de la majorité de la population, qu'elle soit sunnite ou autre, mais qui est contre ce régime. Et quand vous avez parlé d'une minorité qui soutient ce régime, elle a persisté à la qualifier d'alaouite. Est-ce que vous adoptez cette stigmatisation ou cette différenciation ferme, ou vous mettez des nuances là-dessus? Alors, évidemment, au plan de l'analyse, il faut être très nuancé. Mais je suis haut fonctionnaire de formation, et l'expérience m'a appris que si vous voulez convaincre un décideur politique, il faut schématiser, il faut faire simple. Maintenant là, nous sommes entre gens qui cherchons à comprendre le fond des choses. Ce qui est très troublant en Syrie, et ce qui fait que c'est très très difficile d'analyser, c'est qu'on ne peut pas nier la clé de lecture confessionnelle. Il faut même dire, franchement, qu'elle est essentielle. La grande différence entre la Syrie et l'Égypte, par exemple, et la Tunisie, c'est que la Tunisie, c'est un État-nation, l'Égypte, c'est un quasi-État-nation, si l'exception peut-être des Coptes. En Syrie, les clivages confessionnaux comptent, ils ont une grande importance. Et par ailleurs, et donc, il s'en déduit qu'en cas de crise majeure, il était presque fatal que les conflits se coulent dans les fractures confessionnelles. Ça, je crois qu'il faut avoir la lucidité de le reconnaître. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça
annihile tous les autres clivages. Évidemment non. Évidemment qu'en 2011, quand les gens descendaient dans la rue et criaient « Oued, Oued, Oued », c'était pas les sunnites, bien entendu. C'était un rassemblement beaucoup plus large de toutes les confessions et toutes les sensibilités. Évidemment aussi, dans les causes de la crise, il y avait des facteurs qui n'étaient pas confessionnels. Il y avait des facteurs sociaux, économiques et politiques. D'ailleurs, pour vous redire ce que j'ai déjà souvent expliqué, quand je faisais des rapports avec mon collègue allemand, c'est très bien de faire un rapport commun là-dessus, on disait que ce pays allait connaître forcément des révoltes, comme il y avait eu en Égypte les émeutes de la faim, pour des raisons démographiques, économiques, etc., la jeunesse, sans travail. Bon, c'était clair que ça ne pouvait pas durer comme ça. Mais on pensait à ce moment-là que ce serait justement des révoltes sociales. Et c'est le contexte du printemps arabe qui a donné une connotation, une orientation, une signification politique. Et là, ce souvenir que je raconte dans ce livre d'un ami à nous, en mai 2011, dans notre appartement à Paris, qui n'était absolument pas politisé, qui avait pris parti pour la Révolution. Quand on lui demande « mais qu'est-ce qui vous prend ?», il dit « nous avons compris que c'est maintenant ou jamais ». C'est maintenant ou jamais parce que ce qui s'était produit en Égypte, ce qui s'était produit en Tunisie, offrait une perspective dont les Syriennes bases n'avaient jamais imaginé jusqu'à présent qu'elle pourrait s'ouvrir un jour. Alors maintenant, un autre point tout à fait essentiel, c'est cette idée d'une base sociale du régime, que Ballanche ou d'autres répètent en boucle. Et moi-même, je dis oui, il y a une base sociale que j'évalue, comme beaucoup de gens, à 30% du régime. Parce que, là encore, il ne faut pas nier les réalités. Et en même temps, il ne faut pas les déformer, les réalités, les schématiser. Quand vous êtes un bourgeois sunnite de Damas, vous faites comme votre père, pour la prospérité de vos affaires, vous vous accoquinez avec un dirigeant alawite et vous vous ménagez l'appui d'un chef des Mourabarat, alawite, chrétien ou d'une autre minorité, peu importe, peut-être sunnite. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ça veut dire que ça fait de ce type un partisan acharné du régime ? Bien entendu, non. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, pour ses affaires, est loyal et soumis au régime. Et donc il fait comme son père. Est-ce qu'il envoie son fils à l'armée ? Non. Naturellement, il fait en sorte que son fils ait été exfiltré à l'étranger, et tant qu'il y aura les circonstances actuelles, il lui dira de rester au Canada, ou en Angleterre, ou en France. Donc, oui, il y a une base sociale du régime, mais cette base sociale, c'est pas du tout des fanatiques enthousiastes. Il y a aussi des fanatiques enthousiastes, bien sûr, on les connaît, mais c'est quand même une frange assez limitée qui, là, n'atteint pas les 30%. Et par ailleurs, est-ce qu'à l'avenir, cette base qui soutient le régime, elle ne va pas évoluer, elle ne va pas devenir autre chose, elle ne va pas même éventuellement s'élargir ? Là, je ne suis pas sur place et c'est très difficile à évaluer, mais on ne peut pas, nous qui sommes à Paris, jeter la pierre sur les malheureux qui doivent faire vivre leur famille quand ils ont des enfants en bas âge, qui sont dans un coin perdu, acculés, dans une situation épouvantable, qui n'ont pas l'eau, où l'électricité est coupée presque toute la journée. Eh bien oui, ces gens-là, peut-être qu'ils peuvent se dire le régime c'est mieux. Et ces gens-là peuvent dire on soutient Assad. Mais est-ce que ça veut dire que c'est une base sociale au sens traditionnel du terme ? Honnêtement, je ne crois pas. Donc voilà, c'est toutes ces nuances qu'il faudrait, et beaucoup d'autres encore, qu'il faudrait pouvoir apporter quand on évoque ces choses. Une fois, nous avons évoqué le fait que la France ne parle pas avec la Russie, et vous m'avez confirmé le contraire.
Je me rappelle, vous m'avez parlé de négociations à l'époque de François Hollande, qui se déroulaient avec la Russie concernant le dossier syrien. Et j'ai été convaincu et j'ai suivi ça de près. Maintenant, dans le dernier discours de M. Macron devant les ambassadeurs, il a accusé l'ancien gouvernement, ou les socialistes plutôt, de ne pas avoir voulu parler avec Moscou. Et j'étais choqué, ou bien de son ignorance, ou de sa volonté d'utiliser une fausse information dans la distinction de sa politique par rapport à ses précédents. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous l'avez mentionné dans le livre, des contacts qui ont eu lieu avec Moscou à cette période? Alors, il faut comprendre, Emmanuel Macron, quand vous êtes un grand homme politique, n'existe que ce que vous avez vu par vous-même. On vous explique les choses, etc. Mais vous n'intériorisez que quand vous avez vous-même agi, rencontré quelqu'un, etc. Et pour lui, Hollande ne parlait pas à Poutine comme lui, il parle à Poutine. Donc ça veut dire que Hollande ne parlait pas à Poutine. C'est comme ça qu'il voit les choses. Pas à Versailles, c'est vrai. Il ne lui parle pas à Versailles. Non, mais surtout, à Versailles, ils avaient une vraie conversation. À Brégançon, ils ont passé 2 heures en tête-à-tête, ensuite 2 heures à dîner. Donc il a le sentiment d'avoir établi un contact personnel, si vous voulez. Alors qu'il pense que Hollande n'avait pas ce contact personnel. Et on voit des vidéos de Hollande qui s'en expliquent quand il a sorti son livre, où il dit franchement que lui, il parlait à Poutine parce que ça faisait partie du devoir d'homme d'État, mais qu'il savait que ça ne servait à rien, qu'il n'avait pas de sympathie, quoi. Il le dit très clairement. Alors, ceci dit, là aussi, il faut être très nuancé. Peut-être qu'en 2011, l'appareil diplomatique français n'a pas vu immédiatement l'intérêt de contact avec la Russie. Et d'ailleurs, est-ce que là aussi, l'appareil diplomatique était vraiment à blâmer? En 2011, la Russie ne jouait pas un grand rôle. Ce n'est que par la suite qu'on l'a vu prendre de plus en plus de place, notamment à partir du moment où elle a commencé à bloquer nos initiatives au Conseil de sécurité. Mais avant, on n'avait pas de raison d'être particulièrement attentif à l'attitude d'un pays qui ne jouait plus un très grand rôle sur la scène internationale, il faut bien dire. Ensuite, c'est vrai que ça m'a choqué moi-même. Fabius n'aimait pas les Russes. Et il ne lui était pas naturel de passer du temps à discuter avec son homologue russe. Il préférait, c'est vrai, discuter avec les Chinois, avec les Anglais, qu'avec les Russes. Donc, il y a eu, à la marge, parce que ça c'est des nuances, plus que des nuances, hein, c'est dans l'épaisseur du trait, mais il y a eu quelques petits éléments dont ensuite les médias, ou ceux qui sont le courant pro-russe en France, qui est quand même très puissant, ont exagéré, en ont fait toute une histoire. Mais la réalité, c'est que dès que les Russes ont manifesté leur capacité de nuisance, nous nous sommes précipités à Moscou. Et par exemple, à New York, évidemment, notre ambassadeur a cultivé à fond son collègue russe. Ce qui se passait d'ailleurs, c'est que souvent le collègue russe allait très loin dans l'accord sur certains textes. Là aussi, je le raconte dans mon bouquin, parce que j'ai passé moi-même 4 ans de ma vie à New York, donc je sais très bien comment ça se passe. On négocie en priorité avec les Américains, les Russes, les Chinois et les Anglais, mais à priorité les Russes et les Américains. Et les textes font l'objet de beaucoup de concertations, de concessions, et à plusieurs reprises sur la Syrie, on a fait en sorte que le texte soit acceptable pour les Russes. Et au dernier moment, alors qu'on pense qu'il y a un accord, par précaution, on envoie les textes dans les capitales pour que le lendemain, au moment du vote solennel, il y ait une approbation formelle des capitales.
Et c'est là où le matin même, venant de Moscou, l'ordre était de s'opposer au texte. Et donc, au niveau des diplomates, il y avait ce travail de précision qui est classique, hein, qu'on fait sur tous les sujets, où avec les Russes comme avec les autres, on s'entendait parce qu'on faisait les concessions qu'il fallait, et c'était de Moscou que venait l'ordre de refus, parce que de la part de la direction russe, de la part de Poutine lui-même, il y avait une attitude d'obstruction et de confrontation avec les Occidentaux. Les Russes, encore une fois, Poutine a fait le choix sur l'affaire syrienne d'avoir un contentieux avec les Occidentaux, d'avoir une posture de blocage et de confrontation. À partir de là, oui, Hollande est allé plusieurs fois à Moscou, oui, les uns et les autres parlaient aux Russes, les Américains ont couru, Kerry courait littéralement après Lavrov pour avoir un accord sur Alep. Simplement, il y avait de la part des Russes une attitude de refus d'entrer dans la logique qu'on essayait de leur offrir. Et là, dire qu'on n'a pas parlé aux Russes, c'est faux. Dire que si on avait davantage parlé, ça aurait changé les choses, c'est une illusion complète. Parce que ils avaient adopté une position qui était une position systématique, motivée, réfléchie de leur part. Lorsque quelqu'un ne veut pas quelque chose, vous pouvez lui parler autant que vous voulez, ça ne changera rien. Et vous croyez que maintenant, avec la politique de M. Macron envers la Russie et cette ouverture assez chaleureuse, va amener la Russie à, entre guillemets, bien sûr, je parle pas avec un langage diplomatique, est-ce qu'elle va amener la Russie à la raison en ce qui concerne son attitude dans la région, ou vous croyez que c'est dans l'intérêt de Moscou seulement et que Paris n'obtiendra rien du Kremlin? Je reviens de Moscou, justement. Lorsque M. Sarkozy a décidé de renouer avec Assad, dans les papiers que je faisais depuis Damas, il y avait des papiers qui disaient les canaux qu'il faut utiliser, sur quel point on pouvait obtenir quelque chose, etc. Puis il y avait un papier de fond qui était c'est un système verrouillé. Et nous ne déverrouillerons pas ce système. À supposer qu'on puisse obtenir tel ou tel infléchissement à la marge qui serait de l'intérêt du régime, donc ça c'était la marge qu'on pouvait exploiter, les ressorts du système étaient faits pour assurer la survie du régime par ce qu'ils appelaient la résistance, l'axe de la résistance. Et que changer ces ressorts du système, c'était pour Assad prendre le risque de renoncer au pouvoir. C'était aussi simple que ça. Et donc dans le cas russe à la puissance 20 ou 100, c'est le même phénomène. Vous avez un système qui est verrouillé. Vous avez un gang au pouvoir qui s'appuie sur le KGB, sur un certain nombre de leviers, sur les oligarques, et sur maintenant, depuis 2014, l'alliance avec la Chine, et l'opposition avec l'Occident. L'opposition avec l'Occident a été d'un rapport coût-efficacité formidable pour Poutine. Ça lui a donné une stature qu'il n'avait pas auparavant. Et donc, j'en conclus pas qu'il ne faut pas essayer, bien sûr. Naturellement, c'est la vocation de la France d'essayer périodiquement d'améliorer les relations avec la Russie. Je ne conclus pas qu'il n'y aura aucun résultat. Peut-être que sur l'Ukraine, pour des raisons propres au système poutinien, le moment est venu pour lui de régler tel ou tel aspect du problème. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il aille vers une solution soldant définitivement la question ukrainienne, bien sûr. Mais par contre, sur les prisonniers, sur certains aspects du Donbass,
Peut-être qu'il considère que maintenant c'est son intérêt de bouger un peu, et peut-être qu'effectivement une attitude plus positive de la part de la France peut permettre d'accélérer les choses, de les formaliser, d'utiliser le moment pour engranger quelques progrès sur le dossier ukrainien. Sur la Syrie et sur le Proche-Orient, je crois que pour l'instant, le calcul de Poutine, les conversations qu'on a eues récemment, que les autorités françaises ont eues récemment avec les gens de Moscou le confirment, il est dans une logique de consécration de ses succès militaires par un accord politique à ses conditions, c'est-à-dire à la condition d'une normalisation des pays extérieurs avec le régime d'Assad. Et il ne voit pas pourquoi il se mettrait à diminuer son soutien au régime au moment où celui-ci gagne. Et il pense qu'il est en position de force suffisante pour que, avec un peu de chantage sur les réfugiés et d'impasse sur la reconstruction, les Européens finissent par normaliser leurs relations avec Damas. Donc, il ne me semble pas qu'il y ait beaucoup de choses qu'on puisse obtenir sur la Syrie dans le dialogue avec Moscou, sauf à renoncer à nos propres idées, bien sûr, ça c'est toujours possible, mais si on veut rester fidèle à nos fondamentaux, je doute qu'on puisse gratter beaucoup sur le dossier syrien dans le dialogue avec Moscou. Maintenant, sur le Proche-Orient en général, la partie qui se joue et que justement l'objet pour laquelle j'étais à Moscou, maintenant c'est l'Iran. Et au fond, les Russes, l'axe prioritaire des Russes au Proche-Orient, c'est le Levant. C'est là où ils sont chez eux, ils ont le plus de moyens, c'est le prolongement géographique, c'est leur culture, leur histoire, c'est le Levant. Le Golfe, c'est un monde un peu différent. Et au fond, pour eux, le Golfe, c'était les Américains. C'était l'Arabie Saoudite, c'était la Grande Alliance, puis la grande animosité avec l'Iran. C'était pas vraiment leur univers, du moins à l'époque soviétique. Il y a un temps où les Russes étaient évidemment très présents en Iran. Or là, ils voient avec ce conflit Iran, États-Unis, Iran, Golfe, peut-être un peu de jeu qui s'ouvre pour eux. Que se passe-t-il? Les Iraniens tiennent le coup, et non seulement ils tiennent le coup, mais ils décident de passer à l'offensive. Et ils utilisent leur arme nucléaire à eux, qui est leur proxy dans la région. Ils identifient deux points faibles, le fait que Trump ne veut pas la guerre, il n'est pas prêt à l'escalade, et qu'il y a en Arabie Saoudite des vulnérabilités. Sans compter les vulnérabilités dans les autres pays du Golfe. Quand on pense à Dubaï, il y a des cibles fantastiques qui s'offrent pour leurs proxys dans un schéma où ils peuvent lier, être les auteurs de l'agression. Évidemment, les Américains peuvent riposter à l'agression, mais dans ce cas-là, ils ont d'autres cartouches, et d'autres cibles pour eux dans la région. Et donc, ce à quoi on assiste actuellement, alors c'était déjà net cet été à partir des premiers incidents, vous avez pu remarquer que les Saoudiens étaient moins enclins à encourager la politique américaine de pression maximale. Ils étaient déjà un peu plus sobres dans leur agressivité à l'égard de l'Iran. Mais après ce qui se passe maintenant, on voit que les Émiratis n'ont plus tellement envie de pousser l'Amérique à l'escalade. Et on voit que les Saoudiens sont assez prudents pour l'instant dans leur volonté de riposte à l'Iran. Et donc je crois que ce que les Russes observent, c'est que les Iraniens ont commencé finalement à retourner un certain nombre d'États de la région,
il n'y a plus que le Bahreïn et l'Arabie Saoudite qui n'est plus de relation du tout avec l'Iran. Les Émiratis n'ont pas encore renoué des relations diplomatiques, mais ils ont envoyé cet été une mission à haut niveau dans le secteur qui compte vraiment, forcément. Ils voient que le rapport de force, contre toute attente, évolue plutôt en faveur de l'Iran, parce que l'Iran est capable de prendre en otage des États clés de la région, plus le marché mondial du pétrole. Et donc la conséquence qui s'ensuit, c'est que la position des États-Unis est beaucoup moins affirmée dans la région, déjà qui n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent se retirer, mais en plus ils montrent que leur garantie de sécurité s'est beaucoup dévalorisée. Et je pense que les Russes sont actuellement dans une posture d'observation, de recherche du point d'appui qui leur permettrait de jouer dans le Golfe une partition peut-être pas aussi massive que dans le Levant, mais où là aussi, à nouveau, leur stature pourrait se trouver agrandie. Ils ont d'ailleurs observé les manœuvres de Macron avec un peu d'inquiétude, parce qu'ils ne souhaitent pas vraiment que ça marche, bien sûr. Ils ne souhaitent pas que ce soit un pays occidental qui soit l'artificier du processus de désescalade. Ils préfèrent se réserver ce rôle. Je pense que c'est vers ça que tend leur politique. Et donc là aussi, évidemment, c'est plutôt utile de leur parler pour éviter qu'ils soient complètement contre nous dans l'affaire de l'accord nucléaire et de notre opération de désescalade, mais il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Ils vont essayer de jouer leur propre jeu. Vous avez été nommé à Damas dans une période très difficile, après l'assassinat de Hariri et l'ouverture vers le régime à nouveau. Et vous avez été amené à suivre de près ces négociations et ces rapprochements qui ont amené à la visite le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Cette visite, avant de lire votre livre, elle a été diabolisée par les opposants syriens, à juste titre. Mais en lisant votre livre, on peut comprendre un petit peu les raisons politiques pour lesquelles Sarkozy il a eu ce choix très difficile, qui n'était pas un choix hâtif, ou qui n'était pas, c'est pas pour défendre Sarkozy, mais d'après la compréhension de la diplomatie de l'époque, il y avait deux choses que Sarkozy essayait d'obtenir, qui sont la stabilité au Liban et le succès de la conférence du sommet sur l'Union pour la Méditerranée. C'était le prix. Alors, est-ce qu'il a obtenu la stabilité au Liban? Il l'a obtenu pour quelques mois. Et au fond, dans des conditions, c'est là où c'est un régime diabolique, si vous voulez. C'est que nous avons négocié avec Assad, et c'était vraiment Assad, puisque c'était Claude Guéant qui était sur la ville d'élite, qui était reçu par Assad. On ne lui demandait pas grand-chose, on lui demandait l'élection d'un président de la République au Liban. Puis au bout d'un moment, il a fini par nous dire quel était leur candidat. On a accepté de soutenir leur candidat. Et donc on leur demandait de faire en sorte que ce soit leur candidat qui soit élu. Et même ça, ils en demandaient toujours plus. Et ce qui fait que à la fin 2007, ce qu'on a oublié, mais c'est quand même pas négligeable, Sarkozy a rompu les contacts politiques, donc il est revenu à la politique de Chirac. C'est en mai 2008 qu'il y a eu l'accord de Doha, où les Syriens ont consenti à un accord global qui permettait l'élection de leur poulain à la présidence de la République, mais dans un paquet où, par ailleurs, ce qu'ils avaient exigé était plus ou moins obtenu. Un tir bloquant sur le gouvernement, des choses comme ça. Et donc, là, on avait deux attitudes. On pouvait continuer à bouder en disant, mais vraiment, ils continuent dans leur logique, il y a raison de les récompenser. Et l'autre attitude, c'était de dire,
à partir du moment où tout le monde a accepté cet accord de Doha, et où les Syriens font partie, bon, pourquoi la France serait-elle plus réaliste que le roi? Et comme nous avions notre propre objectif bilatéral qui était cette union pour la Méditerranée, marginalement, c'était pas absurde, et d'ailleurs comme ambassadeur, moi j'ai soutenu cette idée, qu'il fallait mieux les inviter et essayer de rétablir avec eux un contact normal, parce que quand même pas exagéré, parler d'État à État avec un gouvernement, même si on ne l'aime pas, c'est pas non plus dire qu'on avalise la politique de ce gouvernement. Ses mœurs scélérates vis-à-vis de ses opposants. Il ne faut pas tout mélanger. On était dans l'ordre normal des rapports d'État à État. Ce qui, évidemment, est un peu une marque de l'époque sarkozyste et dont on peut craindre qu'elle se perpétue sous l'actuel président, c'est la médiatisation excessive, l'exagération dans les gestes de courtoisie à l'égard de ce type de personnage. Que l'on reçoive Kadhafi à Paris, dans le contexte, c'était pas choquant. Qu'on lui offre la tente dans le jardin de la résidence où il était reçu, là, c'est là où ça n'allait pas, quoi. Assad à Paris, pourquoi pas dans un parterre d'hommes d'État, etc. Sur les Champs-Élysées, là, c'était excessif. C'est ça, lorsque je suis revenu de ma dernière ambassade, à l'époque de Hollande, et que l'Élysée ou Quai d'Orsay m'a posé l'éternelle question: faut-il rouvrir une ambassade? Faut-il rétablir tel type de contact? Mon ultime conseil, c'est ça, c'est que n'oubliez pas que ce qui reste dans l'histoire, c'est les symboles. Et donc la portée symbolique des choses. Que Sarkozy essaie de négocier avec Assad, bon, ça c'est la vie diplomatique. En revanche, Assad sur les Champs-Élysées, c'est ce qui restera dans les livres d'histoire. Et donc, rouvrir une ambassade à Damas, sur un plan technique, c'est pas en soi particulièrement choquant, mais sachez que c'est ça qui restera dans les livres. Vous avez mentionné à la fin de votre livre très intéressant et très détaillé, qui m'a appris beaucoup de choses sur le déroulement des affaires, notamment entre la France et la Syrie. J'ai une question concernant, une interrogation concernant le futur. Votre sentiment que la France ainsi que l'Europe vont revenir à la demande de la Russie pour reconstruire la Syrie, ou ils pourront éventuellement, parce que vous avez tout à l'heure dit une chose, qu'on n'a plus d'armes à utiliser. Moi, je considère que l'arme de la reconstruction est très importante. Et elle peut être cruciale dans les futures négociations, parce que les Russes sont incapables de reconstruire la Syrie. Ainsi que les Chinois qui ne voudront pas le faire, parce qu'ils ne veulent pas investir sur un marché corrompu. Les Chinois, c'est des autoritaires, un régime totalitaire presque, mais c'est un régime aussi qui calcule ses intérêts et ses gains. Alors, est-ce que l'Europe va céder devant la demande russe de s'engager dans la reconstruction de la future Syrie, comme il l'envisage? Alors, cher Salam, malheureusement, là, j'ai un désaccord avec vous. Moi, je ne crois pas qu'il y aura une reconstruction de la Syrie. Et je ne crois pas que les Russes prennent ça au sérieux. Justement, vous le dites dans le livre qu'ils ne prennent pas ça au sérieux. Mais moi, quand je parle de reconstruction, je parle de reconstruction à la Assad. Je ne parle pas d'une vraie reconstruction qui prenne en considération la société et la patrie. Mais même ça, les Russes, ils ne sont pas capables de gérer leur économie. Pourquoi est-ce qu'ils s'intéresseraient à Scalep et à un métro?
c'est pas leur univers. Alors évidemment, les diplomates ou les think tanks agitent ce mirage devant les yeux des Européens ébahis, mais ça n'entre pas dans leur schéma mental. C'est aussi bête que ça, quoi. Assad, ce qu'il veut, c'est que sa femme prenne les affaires de la famille Marouf. C'est pas que la Syrie devienne un hub de pétrole ou de l'industrie de quoi que ce soit. Tout simplement, il ne réfléchit pas dans ces termes. Il réfléchit dans des termes de chronique, capitalisme, de corruption, de business pour la famille, c'est tout. Et malheureusement, les Russes ne sont pas très différents. Ils voudront avoir des contrats sur les phosphates, ils voudront que tel oligarque proche de Poutine rafle tel champ de gaz, de pétrole, mais voilà, c'est ça leur vision de la reconstruction. Donc je ne vois pas pourquoi les Européens s'excitent. Même s'ils souhaitaient faire beaucoup, ils n'auront pas un vrai levier. De surcroît, je ne vois pas comment un gestionnaire un peu compétent peut accepter de mettre de l'argent dans un État failli, dans lequel le pouvoir en place pérennise toutes les conditions qui ont fait que c'est un État failli. Et en sachant que par ailleurs, pour chaque dizaine d'euros versés, il y en aura 8 qui iront dans la famille des protégés du prince. Donc tout ça, ça ne repose que sur des choses complètement fausses, mais il faut être honnête, la politique se fait souvent comme ça, à partir de données complètement absurdes. Donc, on ne peut pas complètement exclure qu'une partie des Européens envisage certaines formes de contribution à ce qu'on appelle la reconstruction, mais ce sera beaucoup plus limité qu'on ne le pense, et le vrai dilemme, il n'est pas là. Le vrai dilemme, c'est est-ce qu'il faut couper toute forme d'aide à ce malheureux pays et dire que non, il n'y aura pas d'hôpitaux, même dans les zones du régime, parce qu'on ne peut pas légitimer ce régime. Et à ce moment-là, pourquoi les enfants syriens de ces zones n'auraient pas le droit à un hôpital comme tout le monde? C'est là le vrai dilemme. Et c'est là le vrai sujet pour si on voulait avoir une vraie politique à l'échelon européen, comment trouver le type de rapport avec ce régime qui, sans faire de concessions, sans légitimer, sans les aider, sans perdre de l'argent, nous permettent quand même d'avoir accès aux gens qui sont dans la misère. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à la salle, dans ce contexte de la reconstruction, déjà la France est de retour par le secteur privé. C'est une société hôtelière qui va reconstruire 2 hôtels 4 et 5 étoiles pour l'intérêt de la famille royale en Syrie. Et pendant que nous, Syriens, ici en France, on voit nos comptes bancaires fermés par les autorités pour question de blanchiment d'argent et de terrorisme, etc. Par contre, des sociétés françaises dignes de ce nom qui vont investir des millions et voire plus en Syrie avec la famille qui est la responsable de ce qui s'est déroulé ces dernières 8 années. La parole à la salle, mais je vous prie d'être court dans vos questions, parce que déjà on a pris beaucoup de retard. Et juste après, M. Duclos, pour ceux qui s'intéressent, je vous invite à prendre sa signature sur le livre qui se trouve sur le banc d'accueil avec madame qui est en charge de la vente. Il signera et dédicacera vos ouvrages.